Nous sommes le 3 mai 2026, c'est la date consacrée à l'échelle planétaire à la liberté de la presse. Le tableau est sombre d'après Reporters sans frontières, qui, comme à son habitude, a dévoilé l'état des lieux à travers le monde. Cette émission spéciale se propose, chers auditeurs, de revenir sur la situation en Afrique de l'Ouest et d'offrir le cadre de discussion pour de solutions envisageables. Alors, mes invités, Sadibou Marang, vous êtes le responsable en Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Justin Yarga, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes spécialisé dans le journalisme de données et vous avez mené plusieurs enquêtes. Vous continuez d'ailleurs d'en mener pour plusieurs médias, bien sûr, en Afrique. Merci de nous rejoindre, Justin. Merci. Mm. Alors, Sadibou Maran, comment expliquez-vous que plus de la moitié des pays du monde soient en situation difficile ou très grave? C'est du jamais vu depuis 25 ans, dites-vous. Merci encore. Donc, le classement qui a été révélé le jeudi 30 par Reporters sans frontières montre effectivement qu'il y a euh, plus de la moitié, 100 pays sur 180 dans le monde, sont dans une situation difficile, voire très grave. Et cela est dû un peu à disons, un certain nombre de facteurs défavorables à la liberté de la presse ou à l'exercice du journalisme d'une manière générale. Et ce n'est pas simplement spécifique en Afrique, mais c'est également quelque chose qu'on a vu dans des démocraties majeures comme les États-Unis, qu'on a vu également dans une certaine partie des pays européens. Il est révélé donc finalement que de plus en plus le facteur légal, qui est l'éducateur légal, est au plus bas en 25 ans. Et cela s'est manifesté par le fait que l'utilisation abusive, disons, des lois de politique nationale, comme on le voit ici ou là, et des tentatives de criminalisation du journalisme, ici ou là également, comme on le voit dans un certain nombre de pays. En Afrique, l'Afrique n'échappe pas un peu à cette tendance également. Dans 24 des 48 pays aussi étudiés en Afrique, la situation est également difficile et elle est grave également dans au moins 6 pays, des pays comme l'Érythrée qui ferme le classement cette année, Mm, mais également le Soudan à cause des guerres mm, et d'autres pays, par exemple, comme Djibouti. mm. D'une manière générale, donc, c'est un classement qui doit servir de wake-up call pour les dirigeants du monde Mm. et qui doit se rappeler que la liberté de la presse est importante pour la démocratie, sinon une pierre angulaire de la démocratie, et prendre des mesures idoines pour ne pas criminaliser le journalisme, comme on le voit en termes de tendance dans le monde en 2026. Sadibou Marang, vous dites que les catalyseurs de cette dégradation sont les guerres, on vient de l'entendre, hein, la criminalisation du journalisme et les pressions économiques. Quel est le ou quels sont les catalyseurs les plus préoccupants dans le contexte ouest-africain? Dans le contexte ouest-africain, c'est pratiquement aussi l'instabilité politique, avec derrière laquelle il y a un peu des agissements un peu des groupes armés terroristes, par exemple. Aujourd'hui, si on prend l'Afrique de l'Ouest et si on se limite au Sahel central, on se rend compte que le pays qui a le plus baissé en termes de chute, c'est le Niger, moins 37 points. Et généralement, si vous connaissez bien, si les auditeurs connaissent bien le Niger, traditionnellement, ça a été un pays de liberté de la presse avant l'arrivée des juntes. Donc, il a fallu l'arrivée des juntes maintenant pour que la situation soit catastrophique. Qu'est-ce qui l'explique fondamentalement pour le cas du Niger? Actuellement, c'est l'un des seuls pays où il y a au moins 6 journalistes actuellement en prison au Niger. Il y en a encore deux autres qui ne sont pas forcément dans le mandat de RSF, mais qui sont plus qui ont été, bon, qui sont derrière les barreaux pour des faits qui ne sont pas encore fondamentalement établis. Mais les six, là, ce sont des choses qu'on a documentées, checkées et cross-checkées. Il y a ça, par exemple, pour le Niger. Et chez ces journalistes également, ils le sont au nom de la loi sur la cybercriminalité de 2019, qui a été donc revue de manière assez corsée avec l'arrivée de la junte actuellement. Il y a aussi le fait que c'est un pays où les journalistes sont entre guillemets donc entre le marteau des autorités militaires, mais souvent également l'enclume des forces
terroristes, notamment des groupes armés terroristes, si bien que l'accès à certaines zones, à certains sites pour collecter de l'information, la traiter et la diffuser demeure problématique. Et enfin, on voit une tendance de caporalisation un peu du discours, du narratif, et qui viendrait forcément des autorités militaires. Le Niger avait a toujours un centre de presse, une maison de la presse, où les organisations locales essayaient de gérer de manière démocratique, mais on a vu une sorte de take-over qui viendrait un peu des autorités politiques actuelles, en tout cas des autorités militaires, mais au-delà de cela également, on a vu un patchwork, un certain nombre de faisceaux et d'indicateurs assez défavorables dans ce pays. Donc, ça, c'est pour le Niger. Et si on s'intéresse au Burkina, par exemple, Mm. c'est également un pays qui traditionnellement, pendant longtemps, avait disons, c'était le pays du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression, pendant longtemps, du temps des régimes civils. C'est aussi le pays du Centre national de presse Norbert Zongo, vibrant, dynamique, intéressant, avec beaucoup de discussions issues là, des conférences. C'est aussi le pays d'une presse vibrante et bouillant également. Mm. Mais cela, malheureusement, avec l'arrivée des jeunes, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, c'est effrité. Tous ces acquis-là, c'est effrité. Et actuellement, au Burkina, on voit des journalistes qui sont obligés de partir en exil. Ça, c'est une tendance qu'on a vue. On a vu aussi Oui, Sadibou euh, Marang, on a lu dans votre rapport que, il y a également des pays comme le Mali, le Bénin, où la situation n'est pas réluisante. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'un des catalyseurs, à savoir la pression économique. On sait que dans beaucoup de pays comme le Sénégal et le Bénin, par exemple, les gouvernants ont coupé les contrats qu'ils avaient avec plusieurs médias. Ça fait que, comme il n'y a pas de modèle économique très précis, aujourd'hui, ces médias-là, beaucoup de médias sont en difficulté. Oui, effectivement. Donc, on le voit, on le perçoit au Sénégal, un pays qui a perdu 4 places, où la situation économique des médias est très difficile, voire catastrophique. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités sénégalaises en 2024, en mars 2024, une décision primatoriale avait été prise et rendue et circularisée un peu au niveau de certains ministères, de telle sorte que certaines entreprises publiques ne pouvaient plus prendre de publicité des médias, notamment des grands groupes. Et malheureusement aussi, pour beaucoup de ces grands groupes et de ces médias avaient déjà effectué un marché publicitaire, mais ils ne sont pas encore payés. Il y a cela, il y a le fait que l'impression qu'on a aussi, c'est que il y a une certaine dichotomie, une certaine bipolarisation entre médias, disons, estampillés rebelles ou adversaires du régime actuel et d'autres médias qui sont plus ou moins favorables et qui bénéficieraient un peu de ces publicités-là en termes de convention. Mm. Et on a aussi vu que le pays est resté pendant 2 ans sans qu'il y ait les subventions publiques aux médias, qui sont des choses, ça c'est de l'argent public voté dans le cadre du budget par l'Assemblée nationale. Et les autorités politiques ont dit elles avaient, disons, elle devait avoir une sorte d'audit, tout cela. Mais on a vu qu'en début 2026, Mm. cet argent-là a commencé un peu à être payé, Mm. mais de manière plus ou moins discriminatoire, parce que beaucoup de grands groupes n'ont pas perçu de cet argent-là. Donc, Mm. il y a également ce problème-là. Mm. Ensuite, il y a le fait aussi que même s'il y a, disons, le paysage médiatique continue de fonctionner, il est difficile, s'il n'y a pas un accompagnement public et politique, pour les médias de s'en sortir en termes de revenus publicitaires, en termes de rente, et puis il y a la pression fiscale également. Nous ne disons pas que les médias ne doivent pas payer des impôts. Les médias doivent payer des impôts. Mm. Mais s'il y a une pression très grave, est-ce que finalement, qu'est-ce qui va rester aux médias Mm. dans un contexte où un journal, c'est à 100 francs, un 100 francs,
C'est D'accord, pratiquement Sadibou plus proche Marong, de la mais moitié. je suis tenté de vous opposer ce constat avec la Norvège qui occupe toujours la première place. Là-bas, on se rend compte que le soutien public est toujours présent. Il y a une forte confiance des lecteurs et une transition numérique rapide et audacieuse. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager cela pour les médias en Afrique de l'Ouest? Absolument, non, on est en phase, on est absolument d'accord. Je pense que c'est également le moment de réinventer un peu le modèle économique des médias. On a vu, par exemple, ici ou là, des pays où de plus en plus, les médias eux-mêmes, qui étaient des médias classiques, notamment un journal simplement, qui mettent en place un peu des sites web, des sites Internet, qui mettent également en place des formats d'accès beaucoup plus faciles et pour essayer de monétiser plus ou moins l'information avec des abonnements, des inscriptions en ligne, des choses comme ça. C'est en tout cas, nous, le modèle économique n'est pas un modèle figé de ce que nous percevons. Oui, comment Il y a RSF peut faciliter le processus pour les médias? nous, ce que nous avons fait, nous avons proposé aux médias un label qui est le label Journalism Trust Initiative, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de labellisation de l'information en Mhm, matière de certification. mhm, Nous nous sommes dit que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de désinformation qui circule, il y a beaucoup d'ingérence politique, d'ingérence de toutes sortes dans les médias. Maintenant, le média a un rôle particulier, c'est d'informer. Cette information-là peut être une information critique. Rien n'empêche les journalistes d'avoir un peu une posture assez critique par rapport aux autres parce qu'ils sont également des vigies, notamment les journalistes d'investigation. mhm. Voilà. Maintenant, nous avons proposé ça aux médias africains, aux médias du monde. Et actuellement, en Afrique, on a au moins 215, on a environ 215 médias qui sont dans ce processus de certification-là. Dans un pays comme le Sénégal, nous avons des médias comme Sénéweb, comme Presse Afrique, Mm, qui sont déjà certifiés. mm. Dans un pays comme le Burkina, no, comme la Côte d'Ivoire, nous avons l'intelligent d'Abidjan qui est certifié, une radio également, Béké FM à Boaké. Cela leur permet quoi? Cela leur permet un peu d'avoir une sorte de contrat de confiance avec le public qui fait que ces radios et ces médias ne peuvent pas diffuser ou ne peuvent pas être aux antipodes de la pratique journalistique au Mm, sens pur. Donc, c'est mm. la confiance avec les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs se rétablit. Et quand ça se rétablit, les annonceurs vont se dire que, mais voici un média certifié, moi je vais mettre la publicité dans des médias déjà certifiés. Parce qu'un annonceur qui se respecte n'a pas intérêt à faire passer de la publicité dans un média qui fait de la propagande, dans un média qui charrie la désinformation. Donc c'est ce modèle-là qu'on cherche Et en dehors à de faire. cela, en quoi va consister l'action de RSF? Parce qu'on voit que la situation est préoccupante. Beaucoup de médias, aujourd'hui économiquement, ont de gros soucis. Les médias ont des soucis et c'est généralement à la perception politique aussi, parce que les médias, pour rappeler que dans les constitutions africaines, nationales, même y compris en Afrique de l'Ouest, le rôle, la protection des médias, la garantie d'abord, elle est actée, mais la protection des journalistes incombe également aux autorités politiques. On se rend compte souvent que dans bien des cas, les fossoyeurs de cette protection-là, ce sont les autorités politiques et qui le font au nom de leurs intérêts. Au Et même parfois moment avec la également, complicité des journalistes eux-mêmes. ouais, ouais, au même moment aussi, on voit ces mêmes autorités politiques qui mettent en place des médias satellites pour leurs propres intérêts. C'est là où se trouve la dichotomie. Mm. À gauche, on a des médias qui sont défavorables aux autorités politiques et à droite, on a des médias qui sont plus ou moins favorables aux autorités politiques. Mais derrière, on se rend compte, même qu'en termes en termes de subventions, de publicité, ce sont des médias qui reçoivent un peu cette piqûre financière-là Mm. et cela, c'est une manière on peut considérer ça comme des fossoyeurs un peu de la liberté de la presse. Mm. Or, et de l'équilibre des médias. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il doit y avoir davantage de transparence dans le cadre des subventions publiques, dans le cadre des Il y a des subventions. pays dans lesquels ça n'existe plus, hein, Sadibou.
Non, ça n'existe plus. Par exemple, dans les pays du Sahel, ça n'existe plus. Au Sénégal, ils sont restés 2 ans. De plus en plus, Au dans d'autres Bénin, pays. ça n'existe plus, Au, hein. au Bénin, ça n'existe plus. Au Bénin, c'était encore difficile parce que les autorités ont mis en place un peu les accords de partenariat qu'ils avaient mis en place avec la complicité disons, du porte-parole du ministère porte-parole de la présidence pour forcer les médias à avoir un peu ce qu'on appelle un peu des contrats de partenariat au nom desquels les médias, à chaque fois qu'après qu'il y a le Conseil des ministres, que ces médias-là devraient répliquer le lendemain Mm, cela. Et ils ont annulé tout ce qui est subvention aux médias. Et ça, c'est c'est des méthodes assez drastiques mm. pour contrôler le narratif parce qu'il y a le contrôle du narratif derrière. En un mot, hein, dites-nous en quoi peut consister le travail, le rôle des associations et unions de presse à travers l'Afrique de l'Ouest pour trouver des solutions endogènes aux problèmes auxquels la presse fait face dans la région. Il y a deux niveaux. D'abord, il y a la résilience des journalistes aussi en Afrique de l'Ouest. C'est une région où on ne peut pas dire qu'il est impossible de faire du journalisme. Selon les pays, on voit quand même nos confrères qui se débattent tous les jours pour exercer leur métier, le métier qu'ils aiment, le métier qu'ils ont choisi d'exercer. Mm. Ça, ces confrères-là, nous devons leur rendre hommage à l'occasion de ce 3 mai. Mais il y a également un peu des limites objectives qui font que l'exercice du journalisme s'avère de plus en plus compliqué parce qu'ici, il y a des autorités militaires qui sont soit au Mali, en Guinée-Bissau aussi, on oublie, c'est un pays qu'on oublie, mais au Mali, au Burkina et au Niger, il faut continuer à faire le plaidoyer pour que la situation puisse changer. Les organisations locales également qui sont au Justement, front. faire le plaidoyer. Est-ce que vous êtes écouté en tant que reporter sans frontières? Le plaidoyer, il est de plusieurs manières, par exemple. Il y a le plaidoyer public qui consiste un peu à interpeller de manière assez publique, mais il y a également le plaidoyer institutionnel qui marche bien, par exemple, à chaque fois qu'il y a des rencontres au niveau international et qu'on se rend compte qu'il y a des autorités de tel pays difficile ou de tel autre pays difficile, si on ne peut pas les rencontrer dans leur propre pays pour leur parler, il est possible de les rencontrer dans des espaces qui sont des espaces beaucoup plus ouverts À quel point pour remettre sont-elles réceptives, Sadibou? d'une manière générale, parce que d'une manière générale, leur problème généralement, c'est est-ce qu'elles sont toujours en mesure d'appliquer les recommandations qu'on leur envoie. Mais on ne voit pas un pays où, par exemple, un ministre dans un pays du Sahel qui dit que ouais, non, il ne reçoit pas, qu'on parte en mission ou bien qu'on ait des problèmes directs. Mais nous, cela ne doit pas être une limite pour nous. Mm. Notre intérêt, et l'intérêt du public, est de continuer à faire le plaidoyer. Et ce plaidoyer-là peut également se faire même au niveau d'autres pays qui sont des pays amis à ces pouvoirs rebelles-là Sadibou ou à ces Marang, pouvoirs. un mot à l'endroit des confrères qui sont en difficulté. Ils sont nombreux en Guinée, par exemple. Plusieurs médias ont été fermés, mais ils continuent d'être résilients. Beaucoup de confrères là-bas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et de façon globale, à tous les journalistes qui exercent dans ce milieu aussi tumultueux que vous avez décrit tout à l'heure. Nous avons, nous avons beaucoup de confrères qui sont dans des difficultés, effectivement, dans la sous-région. La Guinée, Habib Marwan Kamara, depuis 2024, pratiquement, il est porté disparu. Nous avons attaqué cela au niveau de la Commission africaine de défense, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons attaqué cela au niveau du pays, rencontré le Premier ministre, le ministre sur son cas. Nous continuons à nous mobiliser pour l'ensemble de nos confrères. Actuellement, il y a au moins 4 grands groupes, Oui, 6 grands récemment, groupes. vous avez porté le cas de Hugues Comelan Sosoupé devant la On Cour a, de on, justice de la on a, CEDEAO. por- on a porté le cas de comme l'on se soupait au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ça, ce sont des stratégies de litigation pour que ces cas ne meurent pas. L'enjeu, c'est de continuer la mobilisation pour qu'il n'y ait pas d'oubli, pour qu'on ne puisse pas oublier Habib Marwan Kamara, pour qu'on n'oublie pas
Yves Komla ce souper, pour qu'on n'oublie pas Ali Moumini, pour qu'on n'oublie pas également Youssouf Sissoko au Mali, pour qu'on n'oublie Serge pas Atiana Oulon au Burkina. Serge Achana Oulon au Burkina, pour qu'on n'oublie pas tous ces gens, tous ces confrères qui sont d'éminents confrères, pour qu'on ne les oublie pas, pour que le monde se dise que, bon, quelque part dans des pays, il y a ici ou là des missing persons, comme on dit, pour qui il faut se lever. Nous avons beaucoup de stratégies à faire pour que ces gens-là puissent revenir, parce que leur place, ce n'est ni la prison, ce n'est ni d'être enlevé, ce n'est ni le front, mais leur place, c'est de leur rédaction. Mm. Aujourd'hui, au Burkina, sur le cas de Serge, mais si vous vous rendez compte, comment le journal de l'événement, peut-être que Justin pourrait revenir là-dessus, était quand même un bon journal. Aujourd'hui, les stratégies de persécution ont fait en sorte que Mm. on est en train, ou on a déjà perdu un excellent journal qui est d'investigation, qui était l'événement. Mais aussi, on perd un excellent journal. On ne doit pas perdre un excellent journaliste qui est cherche. C'est ça un peu le défi, et c'est ça aussi l'enjeu. Mm. Sadibou Marong, vous êtes responsable en Afrique de l'Ouest, et du Centre, hein, de Reporters sans frontières. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale, Sadibou. Merci beaucoup. Alors, Justin Yarga, vous êtes en Suède, l'un des bons élèves, hein, en matière de liberté de la presse depuis plusieurs années. La Suède est cinquième dans le classement de Reporters sans frontières. Expliquez-nous comment vous, en tant que journaliste, vous exercez votre liberté dans ce pays. Alors, merci beaucoup pour l'occasion de parler donc de la pratique du journalisme en Suède et surtout avec un œil mi-extérieur, mi-intérieur, parce que je ne perds pas de vue ce qui se passe ailleurs dans On y mon... reviendra, Justin. Donc, alors, chaque fois qu'on pense à la Suède ou aux pays nordiques, euh, on voit surtout l'excellence en termes de liberté de la presse. Après, oui, on a des défis ici, mais de façon générale, en comparant, on se rend compte quand même qu'on est dans la situation idéale pour le journalisme, même s'il y a toujours des terrains à gagner ou des menaces, Mm, parce que euh, il y a l'idéal, il y a ceux qui font un bon travail déjà, mm. mais il y a ceux à qui on peut se comparer. Donc, ici en Suède, je dois dire que les journalistes, ils ont vraiment une certaine liberté pour travailler. Et ça se remarque aussi sur l'indépendance des médias, aussi bien médias d'État. Il y a des débats, hein, je dis ça globalement parce que comme j'ai dit, moi je viens d'une autre région, donc un Suédois dirait autre chose, peut-être mettrait peut-être un bémol, mais en comparaison, je dirais que c'est vraiment l'idéal pour les journalistes de pouvoir accéder ou écrire et analyser, investiguer sur les tenants du pouvoir sans être inquiété. Mm. Après, il y a des débats ou des lois qu'on est en train qui sont en train de débattre au niveau politique, avec aussi la montée de l'extrême droite et tout. Ça pose des problèmes, mais pour l'instant, disons que on a accès à des sources, on a accès aux tenants du pouvoir, ça facilite beaucoup le travail et on n'est pas du tout inquiété quand on s'attaque. Il y a eu tellement de révélations au cours de l'année qui portaient sur des ministres ou voilà, des députés et tout Ouais. ça, mais aucun journaliste n'a été Et plus inquiété d'une à fois, l'intérieur la ici. presse a poussé des autorités à démissionner ou bien à rendre des comptes. C'est- Mm. Oui, c'est ça aussi ce qui est beau dans notre boulot et c'est de pouvoir obtenir des résultats concrets. Et ici, on respecte toujours cela parce que une fois que la presse publie des enquêtes et a des preuves, ça fait foi. Et je pense que l'opinion publique suit un peu ce que euh,
le pouvoir qu'ils ont donné à la presse, bien sûr, ça a des conséquences sur l'action des dirigeants. Donc, certains sont obligés de démissionner parce que justement, ils n'ont plus la confiance du public grâce au travail des journalistes. Alors Justin, ça c'est pour la Suède. Vous ne travaillez pas que sur la Suède, vous enquêtez également en Afrique, hein. Je rappelle que vous avez participé à beaucoup d'enquêtes et il y a des enquêtes que vous continuez de faire. Revenons maintenant sur ce que vous faites en Afrique. Dites-nous quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés lorsque vous devez enquêter dans les pays africains. Alors, merci beaucoup pour cette question. En fait, parlant d'obstacles, je dirais c'est des obstacles, mais en même temps, d'abord, le principal obstacle, c'est quand même d'être à l'extérieur, d'être loin du terrain, mais en même temps, je dirais que c'est en même temps un avantage parce que on venait de décrire un peu la situation avec Sadibou Marong de Reporters sans frontières. C'est presque impossible pour un journaliste d'investigation de pouvoir faire un travail en étant à l'intérieur, en tout cas dans l'un des pays du Sahel comme le Burkina, le Mali ou le Niger. Alors, étant à l'extérieur, euh, oui, un obstacle, c'est de pouvoir qu'on ne peut pas avoir des informations de première main qu'on est allé récolter sur le terrain. On ne peut pas non plus avoir un journaliste qui pourrait collaborer, qui serait sur le terrain, et encore moins des sources humaines, des gens qui seraient prêts à parler. Donc, c'est un peu ça l'obstacle, mais je ne sais pas si peut-être qu'on en parlera, mais on est aussi dans un contexte où ces obstacles-là sont facilement contournables, j'allais dire. On peut trouver des moyens de surmonter ces obstacles-là. Alors, Justin, nous allons maintenant revenir sur ce que Reporters sans frontières a dit. En ce qui concerne le contexte ouest-africain, on se rend compte que le problème économique est un problème très sérieux dans plusieurs pays. D'abord, je voudrais vous entendre dire un mot sur ce qui se passe au Sahel central. Ces trois pays-là ont perdu assez de place. Oui, alors je pense que le classement, le récent classement, c'est une tendance globale, hein. Il y a eu des moments où les classements de Reporters sans frontières montraient quand même euh, des pays qui gagnaient des places, mais bon, c'est toujours comme ça dans un classement que quand il y a beaucoup de gens qui chutent, il y a peut-être ceux qui restaient au même niveau, c'est comme s'ils gagnaient des places, mais alors, de façon générale, je crois que ce qu'on voit au Sahel, ça reflète un peu la tendance globale dans le monde. Et surtout, en fait, je pense que ce classement-là interpelle aussi les journalistes sur la nécessité de s'adapter. Quand c'est un seul pays qui décroche ou bien s'il y a une crise sporadique dans un pays qui justifie quelque chose, qui peut justifier le rang de ce pays-là, on peut s'inquiéter. Bon, on doit toujours s'inquiéter, mais on peut s'inquiéter moins que si c'était une tendance globale un peu partout. Et comme on le voit au Sahel, ça fait déjà maintenant pour certains pays 5 ans, d'autres 4 ou 3 qu'on est dans des régimes, j'allais dire, autoritaires, des juntes, où en fait c'est la démocratie qui est mise à mal et on sait tous que l'information, c'est la démocratie, ou disons, du coup, on comprend pourquoi la presse a euh, les journalistes ont du mal donc dans ces régimes-là. Vous avez exercé en Afrique avant d'aller en Suède. Prenons votre pays d'origine, le Burkina Faso. Beaucoup de médias aujourd'hui ont des problèmes économiques. Comment est-ce que vous comprenez ces problèmes économiques-là, vous? Alors, je dirais que comme je disais donc, le classement même révèle la nécessité de s'adapter. C'est un peu comme ça que depuis un certain temps, on est
dans l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, du tout numérique, il n'y a pas un seul média, ils sont peut-être rares. Moi, j'ai accompagné des radios locales pour leur transition numérique au Burkina. Donc, même les radios dans les zones reculées ont une page Facebook maintenant et tout. Donc, ce contexte numérique-là, ce contexte de l'évolution-là, en fait, ça interpelle et ça oblige les médias à s'adapter, à ne plus seulement dépendre d'une seule source de revenus. C'est peut-être ça l'erreur avec beaucoup de médias qui ont raté peut-être ce virage et qui dépendent tellement de la manne publicitaire et aussi des subventions. Et c'est des choses, en fait, qui varient tellement. Plutôt que de construire une audience fidèle, et qui, je pense qu'on est dans des pays pauvres, mais moi, je crois que les gens sont prêts à payer pour consommer de l'information de qualité. Il y a pas un modèle, jusqu'à présent, il n'y a pas un échec, il n'y a pas un média qui a tenté cela de la bonne manière, qui peut nous prouver que ça ne marche pas. Je vais dire, on peut avoir des modèles économiques, d'autres modèles économiques que euh, les subventions et la publicité. Donc, il faut innover, ça c'est tellement important et je pense que beaucoup ont raté ça parce que ça ne payera plus, on ne pourra plus vivre de publicité ou du moins tous les médias qui existent au Burkina par exemple ne pourront plus vivre de publicité, d'autant plus que ceux qui font la pub, bon, ils ont accès aux mêmes plateformes numériques que les médias. Donc, ça, c'est un peu le défi qui se pose et je pense que c'est peut-être ça qu'on a raté comme virage au niveau des modèles économiques ou de la recherche des modèles économiques dans certains pays comme le Burkina Faso. Ah oui, on va parler de la Norvège qui est votre voisine, hein. Alors, la Norvège qui est toujours en tête et à ce niveau, on voit que le modèle économique des médias, ça séduit, hein. On note une résilience et une capacité d'innovation. Alors, le soutien public, on le sait, ça existe dans quelques pays ouest africains. La confiance du public, par exemple, comment est-ce qu'il faut renforcer la confiance du public? Parce que ça peut être aussi un facteur clé pour accroître les ressources économiques. Alors oui, ça c'est un peu ce qu'on peut apprendre, les leçons qu'on peut apprendre de ces pays nordiques-là. Bien sûr, la Norvège, c'est toujours un modèle sur plusieurs endroits où on a su mettre à profit les ressources naturelles. Ils ont du pétrole, et qu'ils mettent à profit dans plusieurs domaines, hein, pas seulement les médias, mais déjà le fait d'avoir une certaine confiance il faut, c'est des pays où on croit toujours au pouvoir le pouvoir qu'a la presse. Je pense qu'on a tendance à oublier cela dans nos pays en Afrique de l'Ouest, par exemple. Mais ce pouvoir qu'a la presse, c'est aussi, il faut entretenir ça parce que quand on sombre dans des pratiques, surtout à l'ère de la désinformation et tout, ou bien quand on se fait manipuler et tout, on a plus, quand on perd cette indépendance-là, il n'y a pas de raison que les gens continuent de croire en vous parce que soit un clivage, soit vous êtes pro d'un côté ou d'un autre, mais on se rend compte que il existe aussi des médias proches de certains bords idéologiques ailleurs, mais prenons le cas par exemple des médias publics ou des grands médias censés être pas neutres idéologiquement, mais censés représenter la majorité dans ces pays nordiques-là. Ils font un travail d'innovation continue pour maintenir la confiance des lecteurs. Et c'est ça qui fait que, quoi qu'on dise, investir dans ces médias, soutenir ces médias-là, c'est un peu comme repartir la manne de la richesse nationale. C'est de repartir, c'est de mettre ça là où tous les citoyens peuvent, ou la majorité des citoyens peuvent bénéficier. Je pense que ça, c'est une leçon que nos pays dans le Sahel, on pourrait tirer de l'expérience d'ailleurs. Et aussi, c'est parce que ces pays-là ont confiance que des citoyens bien informés
en fait, ça contribue bien au bien-être, je vais dire, aussi bien à la démocratie et au développement de ces pays-là. Donc, ce n'est pas seulement, les médias ne sont pas un outil qu'on peut utiliser, mais c'est des outils qui contribuent au bien-être des citoyens en leur donnant l'information qu'il faut pour choisir et être un peu, euh, comment je vais dire, décider de leur vie et de leur avenir. Mm. Alors, en plus de ça, Justin, on sait que, il y a des lois qui existent pour protéger les journalistes dans plusieurs pays ouest africains. Il y a également un certain nombre de facteurs qui peuvent aujourd'hui aider les médias à être beaucoup plus résilients. Mais connaissant le contexte en Afrique, quelles sont les autres suggestions que vous avez pour les journalistes qui travaillent dans ces pays ouest africains-là, surtout ceux qui font de l'investigation? Le premier conseil, à mon avis, ce serait déjà de se spécialiser ou euh, d'ajouter au journalisme traditionnel, à l'enquête traditionnelle, d'ajouter un volet numérique. Moi, je suis spécialisé en investigation utilisant des sources numériques et je peux dire que le fait de ne pas pouvoir aller sur le terrain ne vous prive pas en fait de sources. Il y a tellement de sources disponibles dans l'espace numérique. Et quand on prend l'exemple des pays comme les pays du Sahel où il est quasiment impossible d'accéder à certaines zones et d'investiguer ou de juste faire des reportages, il y a quand même des gens dans ces zones-là qui ont accès à la connexion et qui publient des choses sur Facebook, sur un certain nombre de réseaux sociaux. Il faut juste savoir analyser ou voilà, analyser ces sources-là et les utiliser de façon professionnelle. Et donc, le deuxième conseil, ce serait surtout de faire preuve de plus de professionnalisme. Le journalisme, c'est vraiment une discipline de, comme on dit, vérification et de rigueur. C'est ça, en fait, qui définit la profession. Mais à l'étape actuelle, avec les contraintes, une façon de s'adapter, c'est vraiment de mettre encore plus l'accent sur le professionnalisme. D'une part, parce que tout ce qui est, quand on bascule dans l'espace numérique, il y a tellement de sources et avec des intentions diverses, ça peut être fait à dessein pour désinformer et tout. Il faut savoir démêler le faux du vrai. C'est différent des sources traditionnelles qu'on avait parce que quand on rencontre quelqu'un, une source humaine, on a plus une source humaine, on a beaucoup peut-être pris le temps de cultiver la relation et on a confiance. Mais dans l'espace numérique, c'est beaucoup plus complexe, d'où la nécessité de s'outiller, d'avoir des méthodes rigoureuses de vérification. Mais d'autre part aussi, c'est parce que justement, quand on est dans l'espace numérique, facilement, on peut aussi être manipulé soi-même ou plutôt euh, tomber c'est facile peut-être de tomber dans soi-même dans l'erreur, donc et être moins professionnel. Donc ça c'est un peu les deux conseils que je pourrais donner. Et je dirais que euh, vu le contexte dans nos pays au Sahel, euh, j'encourage les gens à faire un peu ce qu'on appelle l'investigation soft. Ça peut être juste d'utiliser les données ou l'information même de sources officielles et de creuser dedans. Parce que là, souvent, quand on est en difficulté, comme on pourrait juste rétorquer aux autorités que on n'a pas volé ou on n'est pas allé, c'est pas des sources cachées, c'est que les autorités elles-mêmes ont publié, qu'on a utilisé et on a relevé soit des incohérences ou des choses qui ne vont pas. Donc ça, c'est un peu une façon de s'adapter. Mais une fois de plus, il faut plus de professionnalisme quand on bascule dans le journalisme utilisant les sources numériques, qui est la nouvelle tendance et qui est aussi une opportunité pour les journalistes.
Hmm. Cette émission s'achève, chers auditeurs, émission spéciale produite à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème, c'est bien sûr le journalisme face à des crises multiples. Quelles solutions envisageables en Afrique de l'Ouest? J'étais avec Justin Yarga. Vous êtes journaliste d'investigation spécialisé dans le journalisme de données et vous avez mené et vous menez encore plusieurs enquêtes pour plusieurs médias en Afrique. Merci Justin d'avoir été avec nous. Très bonne fête du 3 mai à vous. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Et nous étions également avec Sadi Boumarang. Il est le responsable en Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sani Moumouni Seibou, c'est moi. À la partie technique, Maudou Diouf. Pour ce qui est donc de la production vidéo de cette émission spéciale, c'est Cher Ndiaye. Merci à toutes et à tous. Très bonne fête à tous les confrères journalistes. Portez-vous bien. Au revoir.